Bonsoir, Monsieur le ministre-président de la région de Bruxelles, Monsieur le bourgmestre, Madame la ministre, Monsieur le commissaire Busquin, mon cher ami Philippe, Monsieur le recteur, merci pour votre introduction, Monsieur le président du conseil d'administration, Mesdames, Messieurs, mais surtout les étudiantes et les étudiants. C'est un véritable honneur d'être ici avec vous au Parlement européen, surtout dans cette université si unique. Une université qui a eu des prix Nobel comme Albert Claude, Jules Bordet pour la médecine. On parlait il y a 2 minutes d'Henri de La Fontaine pour la paix, Ilia Pergogini pour la chimie et bien entendu François Englert pour la physique en 2013. Et en tant que commissaire européen à la recherche, à la science et l'innovation, c'est évidemment un privilège de participer au lancement de l'année européenne de la connaissance. C'est d'autant plus symbolique que ça soit l'université libre de Bruxelles, que tout au long de son histoire a témoigné son esprit d'indépendance, de résistance, chaque fois que la démocratie et les droits fondamentaux étaient menacés. C'est d'ailleurs précisément, Monsieur le député, vous le mentionnez aussi, que pendant l'année de 2017, nous, la Commission, nous avons poursuivi en justice le gouvernement hongrois suite à l'adoption de la loi qui restreint l'indépendance des universités étrangères et en particulier aux pressions exercées en vue de la fermeture de l'Université d'Europe centrale. Et le même esprit présidait à la décision, il y a 2 jours, du Parlement européen de cette semaine activer l'article 7 du traité de l'Union européenne. Je sais combien ces questions sont importantes pour vous. On a parlé déjà ici de votre cœur que c'est le libre examen. Un principe que peut-être je voudrais vous le raconter d'une façon différente. Quand on pense au libre examen, on pense à l'argumentation, à ne pas être d'accord avec l'autorité, d'être capable de faire face à l'hiérarchie, de dire ce qu'on pense, de laisser que les autres disent ce qu'ils pensent. Je pense que cela est l'ingrédient fondamental de l'innovation. Sans le libre examen, il n'y a pas d'innovation. Une grande prof d'Harvard me disait toujours que sans diversité et sans conflit, nous n'avons pas d'innovation, nous n'avons pas de science. Et ça, c'est ce que vous représentez. C'est exactement ce principe. Dans une allocution au premier roi des Belges, Léopold Ier, en 1854, votre fondateur affirmait le suivant. Examiner, en dehors de toute autorité politique ou religieuse, les grandes questions qui touchent à l'homme et à la société. Sonder librement les sources du vrai et du bien. Tel est le rôle de notre université, telle est aussi sa raison d'être. Presque 2 siècles se sont écoulés depuis cette phrase, qui reste d'une actualité déroutante. Et chacun de nous ici, présents, avons en commun de vivre une époque d'une certaine façon exceptionnelle. Je pense aux jeunes qui sont ici dans la salle et je voulais vous raconter que peut-être un des moments dans ces 4 ans, pour moi, c'était il y a 2 ans quand le président Obama est venu à Hannover, en Allemagne, et il parlait pour des jeunes comme vous. Il y a un moment, il les a regardés, il a dit « S'il fallait choisir, imaginez que vous pouvez choisir un moment dans l'histoire de l'humanité pour naître. Quel serait ce moment? Parmi tous les moments de l'histoire, il disait « Ce moment serait aujourd'hui. » Et je voudrais penser aujourd'hui avec vous sur ce point. Nous écoutons toujours ce qui se passe de mauvais autour de nous. Nous parlons des crises, mais réfléchissons à ce moment. Et pour ça, je voudrais vous parler d'abord pourquoi je pense que l'époque que vous vivez est tellement exceptionnelle
et pourquoi je suis de certaines façons si jaloux de vous, les jeunes qui vont voir des choses exceptionnelles que nous, notre génération, ne verra pas. Après, je voulais vous dire que rien n'est jamais acquis. Et enfin, vous parler du rôle important qui est le vôtre. Pourquoi vivons-nous une époque si exceptionnelle? Vous connaissez certainement autour de vous, dans tous les pays, des gens qui aiment parler du bon vieux temps. Ce temps révolu où les choses étaient tellement meilleures qu'aujourd'hui. Et c'est vrai que quand on regarde autour de nous, et nous pensons à toutes ces polycrises, nous pensons à la crise financière, nous pensons au terrorisme, à la crise des réfugiés, au Brexit. Mais après, vous les jeunes, pensez 2 minutes, pensez il y a 100 ans. Il y a 100 ans, l'espérance de vie était 30 ans. Aujourd'hui, la moitié de vous vivra au-delà des 100 ans. Il y a 100 ans, 15% de la population mourait de violence, de guerre. Aujourd'hui, entre 6 à 8 personnes par 100 000 habitants. Et même, pensons à notre intelligence comme peuple. Quand on a inventé le test du QI en 1950, la moyenne de ce test était autour de 100. Aujourd'hui, le même test fait par vous a une moyenne de 120. Ça, c'est le monde que nous vivons, et tout cela grâce à une chose, à la connaissance et à la science. La connaissance est celle qui réduit les distances. C'est la connaissance et la science qui ont changé ces 100 ans et qui vous permettent de vivre ce moment exceptionnel. Comme vous le savez, je suis portugais. Mais ce que vous ne savez pas, peut-être, c'est que j'éprouve une véritable fascination pour les explorateurs portugais. Et quand Magellan a fait le tour du monde, il a fallu 3 ans. Aujourd'hui, il vous faut 3 jours. Et plutôt qu'un bateau, il pourrait refaire aujourd'hui ce tour du monde en avion. Mieux encore, il pourrait le faire comme Bertrand Piccard l'a fait, dans un avion solaire. Vous savez, je pensais quand Monsieur le Président du Conseil d'administration parlait à l'interdisciplinarité. Et quand Bertrand Piccard, un jour, me raconte son histoire, il m'a raconté 2 choses qui m'ont touché. La première, c'est qu'il voulait vraiment faire ce tour du monde dans un avion, sans essence, avec de l'énergie solaire. Et donc, il est allé visiter tous les constructeurs d'avions. Tous l'ont dit, c'est impossible. Trop lourd, trop grand, tu n'arriveras pas à voler. Et lui a dit non, je ne désisterai pas. Il est allé voir un copain qui était un constructeur de bateaux. Et ce copain l'a fait. Et Bertrand Piccard a fait le tour du monde. Et je lui ai demandé, mais pourquoi il l'a fait? Comment il l'a fait s'il n'était pas un constructeur d'avions? Il m'a dit, il ne savait pas que c'était impossible. Et je pense que c'est ça, l'interdisciplinarité, c'est que quand vous n'êtes pas dans votre domaine, vous ne savez pas que c'est impossible. Mais pour cela, il faut être très bon dans votre domaine pour pouvoir naviguer dans ces intersections qui sont effectivement au cœur de votre université et que pour moi sont au cœur de la stratégie européenne. Mais notre époque est également exceptionnelle en termes de liberté et d'avancée démocratique et peut-être pour vous c'est différent, mais pour moi, mon père était journaliste dans les années 70 au Portugal et il ne pouvait pas écrire ce qu'il voulait. J'ai des lettres de l'époque avec des menaces, de la prison, de la censure, d'un régime fasciste et autoritaire qui était là. C'est ma génération, j'étais né. Je vivais dans un Portugal qui n'était pas démocratique. Et vous êtes peut-être assez difficile pour vous d'imaginer qu'avant les accords de Schengen, il n'y avait pas la vie que vous avez aujourd'hui de passer les frontières. C'est difficile pour vous de penser au mur de Berlin. C'est difficile pour vous d'imaginer
celui qui était le monde avant vous. Mais je pense qu'aujourd'hui, le monde qui est complètement différent, il n'est pas acquis, parce que rien n'est jamais acquis. Vous savez, jusqu'au jour du Brexit, jusqu'au jour de ce référendum, je parlais toujours à un public sur l'Europe et je disais l'Europe est irréversible. Et ce jour-là, je me suis rendu compte que c'était réversible. Qu'il faut se battre tous les jours pour démontrer ce que serait l'Europe si on n'avait pas l'Union européenne. Comment est-ce qu'on vivrait? D'expliquer aux gens que les choses changent constamment et peut-être on ne se donne pas, on ne le sent pas, mais elles changent. Et pour moi, le retour en arrière n'est pas une option. Qu'on soit de droite ou de gauche, qu'on soit d'un parti politique ou d'un autre parti politique, pour moi, pour votre génération, vous ne pouvez pas revenir en arrière. Pourriez-vous imaginer vivre dans une Europe où la censure règne, où il y a des nouveaux contrôles des frontières? J'ai déjà mentionné certains défis qui se posent au monde et à l'Europe. Je voudrais à présent vous parler d'un autre défi. L'Internet représente un progrès extraordinaire. Mais ces derniers temps, nous avons aussi découvert que les réseaux sociaux pouvaient être utilisés pour influencer les résultats des élections ou des référendums démocratiques. Que nos données personnelles ne sont toujours utilisées à bon escient. Nous avons pendant 2 ans discuté ici comment protéger les données personnelles. Et aux États-Unis, on disait encore les Européens, qu'est-ce qu'ils vont faire avec tout ça? Et aujourd'hui, ils reconnaissent que notre nouvelle réglementation de la protection des données est effectivement un grand pas en avance. L'intelligence artificielle, le blockchain représentent des avancées technologiques majeures. Et là, je voudrais vous toucher un mot aussi à vous, les plus jeunes. Quand vous regardez les avancées technologiques de ce moment qu'on vit, je me dis que je me sens un peu comme peut-être nos ancêtres en 1920 se sentaient. On ne peut pas même imaginer ce qui va être votre vie. Quand on pense à la physique quantique, par exemple, nous avons vécu un monde de physique classique, c'est-à-dire la physique qui explique les grandes choses. Mais on ne vit pas un monde de la physique quantique. Et l'autre jour, je visitais à Delft le centre de physique quantique qui est en train de construire un des premiers ordinateurs quantiques. Et de penser que la physique quantique que Einstein avait pensée aux conférences Solvay en 1915, que d'ailleurs était fait par un homme. Un homme a écrit en 1915 4 ou 5 articles qui ont changé le monde, tout seul. 100 ans après, l'article scientifique que prouvait qu'Einstein était effectivement en train de découvrir quelque chose de magnifique, il y a 1 an, quand on a fait le grand article sur les ondes gravitationnelles, a été écrit par 1000 scientifiques. La science est devenue globale. Et quand on va à la physique quantique et on pense ce qu'on est en train de faire pour le futur, qu'on va pouvoir avoir des ordinateurs qui vont être capables de calculer et de résoudre des problèmes qu'aujourd'hui, on ne fait même pas l'idée de comment les résoudre. Aujourd'hui, nous avons des ordinateurs qui peuvent aller très vite, des super ordinateurs. Mais ces super ordinateurs peuvent résoudre des problèmes qui dépendent de la vitesse de la résolution du problème, n'est-ce pas? Dans la physique quantique, une particule peut être en même temps 0 et 1. Einstein il disait comment on peut comprendre ça, qu'une particule peut être en même temps 0 et 1. Si une particule peut être 0 et 1 en même temps, peut résoudre des problèmes qui ne dépendent pas de la vitesse, qui sont des problèmes qu'aujourd'hui on n'arrive pas à résoudre. Et ça sera votre génération. Votre génération va regarder les ordinateurs quantiques et va regarder le passé comme
Nous, aujourd'hui, regardons le passé de 1950 ou 1940 et on a dit, mais comment c'était ce monde analogique? Et vous, vous allez dire, mais comment c'était ce monde digital? On vit dans un monde quantique. Et ça, effectivement, c'est extraordinaire pour votre futur. Mais, au même temps que la technologie nous a donné tellement au niveau de notre vie, de la santé, de l'énergie, de tout ça, la technologie nous a séparés de la démocratie. C'est-à-dire que la technologie et la démocratie doivent marcher ensemble, mais aujourd'hui, elles ne marchent pas ensemble. Et c'est là que vous pouvez intervenir, que votre génération aura un rôle, car vous êtes la génération qui, d'ici quelques années, influencera le marché du monde, influencera comment le monde va fonctionner. Et à chaque époque, nous avons des défis. Ma génération, par exemple, doit faire face au changement climatique. Les générations précédentes ont dû faire face à des guerres mondiales. Et la génération encore à naître, celle de vos enfants, aura ses propres défis à relever. Et vous, quel est votre défi? Quel est votre défi dans tout ça? C'est ça, le sens de votre vie. Et moi, quand je regarde ma génération, je regarde une génération qui voulait aller à l'université, et après l'université, on voulait trouver un travail. Et après, avoir des enfants. Et si on avait un travail, on était bien. Ce que je trouve que votre génération est beaucoup mieux que la mienne, c'est que vous voulez plus que trouver un travail. Vous voulez vraiment trouver le sens de la vie, vous voulez changer. J'ai regardé la vidéo des jeunes chercheurs, la vidéo des étudiants, et je me suis dit, c'est tellement différent de ma génération. C'est une génération qui veut donner du sens à sa propre vie en changeant le monde. Et je pensais à une histoire que j'aime beaucoup quand le président Kennedy, un jour, il visitait la NASA, il voit un homme qui balayait dans un coin, il lui demande « Monsieur, qu'est-ce que vous faites là ?» Et cet homme répondit à Kennedy « Monsieur le Président, je suis là pour aider à mettre un homme dans la Lune. » Et je pense que cet homme avait compris une chose fondamentale, c'est que nous avons tous un rôle à jouer. Et qu'est-ce qu'on n'a pas fait de bien en Europe? C'est que nous sommes éloignés des citoyens. Et les citoyens ne comprennent pas quel est leur rôle à jouer dans l'Europe. Et chacun d'entre vous, vous avez un rôle à jouer. La technologie se développe à une vitesse fulgurante. Vous devez donner un sens à ces avancées technologiques. C'est ça le défi de votre génération, donner un sens à la technologie. Pourquoi la technologie? La technologie pour changer quoi? Quand on parle de blockchain, comment on peut utiliser blockchain pour la démocratie? Comment on peut utiliser blockchain pour garantir qu'un dictateur, quand il arrive dans un pays, même s'il veut nationaliser un terrain, il ne peut pas parce que le registre de propriété est dans le blockchain? Je ne veux pas parler de cryptocurrencies, de la monnaie électronique, ça ne m'intéresse pas. Ça m'intéresse le blockchain qui va aider à la démocratie, qui va empêcher un dictateur, qui va nous produire une façon de distribuer la richesse d'une façon différente. Et tous les jours, des nouvelles innovations naissent qui vont complètement modifier le monde de demain. Et aujourd'hui, nous pouvons connecter des millions de personnes, guérir des maladies, passer d'une économie de déchets à une économie circulaire sans déchets, co-créer des villes pour réduire la pollution. Mais quand même, on se sent tellement seul devant ces écrans. Et c'est ça, ce que vous avez vraiment laissé comme message aujourd'hui, c'est que vous avez cette responsabilité. Auparavant, une poignée de gens puissants prenaient des décisions pour tous. Aujourd'hui, dans notre monde digital, chacun peut participer au processus décisionnel. Mais il vous incombera d'être vigilant et de créer un contexte solide pour que les acquis démocratiques soient respectés. Voilà un des défis de votre génération. Cela peut vous paraître insurmontable, mais chaque génération doit passer par là.
Chaque génération doit renégocier le monde de demain en regardant le monde d'hier. Et n'oubliez pas que vous n'êtes pas seuls. Partout dans le monde, des gens inspirants se sont fixés pour objectif de faire de notre monde un monde meilleur. Mesdames et messieurs, chères étudiantes et chers étudiants, je voudrais conclure avec ces mots. Non seulement vous avez le pouvoir de modeler l'avenir de l'Europe, mais c'est votre responsabilité. C'est vous qui allez inventer notre avenir commun et c'est à vous de créer un monde meilleur. Un monde où l'intolérance n'a pas la place, un monde où la qualité de vie est maximale, un monde où la technologie et la démocratie fonctionnent main dans la main. Je suis un optimiste et je suis donc absolument convaincu que vous allez faire beaucoup mieux que nous. Mais quand vous douterez, pensez à ceux qui ont déjà aujourd'hui travaillé pour faire de notre monde un monde meilleur. Et pour ça, je terminerai en citant Auguste Baron, le 20 novembre de 1834, dans son discours à l'inauguration du LB. Il prononçait ces paroles qui posaient les bases de la philosophie de votre université. Nous jurons d'inspirer à nos élèves, quel que soit l'objet de notre enseignement, l'amour pratique des hommes qui sont frères, sans distinction de caste, d'opinion, de nation. Nous jurons de leur apprendre à consacrer leurs pensées, leurs travaux, leurs talents au bonheur et amélioration de leurs concitoyens et de l'humanité. Ces mots, mes amis, n'ont rien perdu de leur actualité. Vive l'ULB.